La pratique a beaucoup de vertus. Le repos, la détoxification et la régénération de l'organisme sont quelques avantages sur la santé des pratiquants. C'est le sujet abordé dans Focus Santé de ce dimanche. Dans l'actualité AES, le gouvernement burkinabé vient de faire le bilan d'étape sur la gestion du fonds de soutien patriotique. Il y ressort qu'entre 2023 et 2025, près de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés et au Niger, une nouvelle page de la souveraineté alimentaire s'inscrit avec l'aménagement de 102 hectares pour la culture du riz à Karkaria dans la région de Difa. Dans une vingtaine de minutes, nous allons parler de sport. En football, le championnat national de Ligue 1 poursuit sa mise à jour avec les matchs en retard de la 11e journée. Cet après-midi, 2 affiches pourraient rebattre les cartes au sommet comme en bas du classement. Il sera également question de la phase Ligue de la Coupe du Mali de football dans le district de Bamako et de cyclisme avec le Tour du Rwanda 2026 qui démarre aujourd'hui. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc dans les titres, face à la surpopulation carcérale et à la durée prolongée de détention de certains prisonniers, le projet Passerelle vient d'être lancé par Avocats sans frontières Canada en collaboration avec la Tribune Jeune pour le droit au Mali et la Commission nationale des droits de l'homme. Il vise à renforcer l'effectivité des droits des détenus et à contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires tout en consolidant les mécanismes existants de protection et de promotion des droits en milieu carcéral. Le projet Passerelle a un coût de 902 millions de francs CFA financé par l'Union européenne pour une durée de 2 ans. Les détails avec Adam Maïgam. La MCA de Bamako, maison centrale d'arrêt, construite depuis plusieurs années pour accueillir seulement 400 personnes, compte aujourd'hui environ 4200 détenus selon l'ONG Avocats sans frontières Canada. Cette surpopulation carcérale s'ajoute à la durée prolongée de détention de certains prisonniers. Une situation préoccupante qui inquiète de plus en plus les autorités du pays. Dr Belko Togo, représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. La question de la détention est au cœur des priorités de notre département. Elle touche directement à l'efficacité de la justice, au respect des droits fondamentaux et à la crédibilité de l'état de droit. La surpopulation carcérale, la durée prolongée de certaines détentions préventives et les contraintes liées aux infrastructures constituent des défis que nous reconnaissons et que nous nous engageons à relever. Face à ce constat alarmant, Avocats sans frontières Canada, la Tribune Jeune pour le droit au Mali et la Commission nationale des droits de l'homme ont décidé de prendre les taureaux par les cornes à travers la mise en œuvre du projet Passerelle. Il vise à améliorer les conditions de détention et à renforcer l'accès à la justice. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 902 millions de francs CFA pour une durée de 2 ans. Mariam Bokoum, coordinatrice du projet Passerelle. Ce projet est né d'un processus de consultation des acteurs et actrices clés dans le secteur et aussi d'un constat partagé. Et notre intervention s'articule autour d'un objectif principal: renforcer la protection des droits des personnes détenues, contribuer au désengorgement de la MCA, tout en appuyant la mise en œuvre effective des réformes engagées en faveur du respect des droits humains et des personnes détenues. Au terme de ce projet, nous souhaitons un meilleur accès à l'information et à l'assistance juridique pour les personnes détenues et leurs familles. Koniba Samake, présidente de la Tribune Jeune pour le droit au Mali. La surpopulation carcérale demeure un défi majeur dans notre pays. C'est pourquoi ce projet vient s'ajouter aux efforts remarquables de nos autorités. Les innovations majeures du code pénal telles que les bracelets électroniques en sont les illustrations parfaite. À travers le projet Passerelle, les partenaires espèrent insuffler une nouvelle dynamique au système pénitentiaire malien, en favorisant la réduction de la surpopulation, l'accélération des procédures judiciaires et le respect des droits fondamentaux des détenus. La communauté musulmane et chrétienne observe ensemble le carême et le ramadan. C'est une période d'abstinence, de prière, d'adoration de Dieu, de solidarité. La coïncidence entre le ramadan et le carême est-elle un signe de cohabitation, de communion ou de renforcement des liens sociaux? Existe-t-il un lien entre les deux éléments des réponses dans ce grand format signé Douratie Diakité?
Je ne connais pas exactement la dernière date où le carême et le ramadan se sont coïncidés. Une coïncidence spirituelle. Pour l'une des rares fois, le jeûne du carême et du ramadan démarre le même jour en cette année 2026. Ce fait n'est pas fortuit selon certains adeptes du christianisme et de l'islam de la capitale malienne. C'est une aubaine d'adoration mutuelle de Dieu pour consolider les liens sociaux entre les deux communautés. Sidi Modibo Kourechi, fidèle musulman. Nous sommes dans un pays laïque. Je pense que c'est Dieu même qui nous donne un bon exemple d'unification. Aujourd'hui, on puisse vraiment être un pays fraternel et que tout le monde se donne la main. Et que nous prions tous, musulmans comme chrétiens, pour qu'aujourd'hui nous retrouvons la paix. Georges Kone, fidèle chrétien. Le carême et le ramadan se sont coïncidés cette année. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Mais il revient à nous, les musulmans et nous, les chrétiens, de voir comment tirer profit de cela. Parce que les chrétiens vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire des aumônes. Les musulmans aussi vont faire autant. Alors dans ce cas, toutes ces prières, toutes ces bénédictions qui seront faites par les musulmans, qui seront faites par les chrétiens, ne feront que rehausser, attirer la clémence divine sur notre pays, sur nos familles. En plus des dévotions, il est recommandé aux fidèles de multiplier les gestes de partage et de solidarité pendant cette période sacrée. Aboubakar Sissé est musulman. Si quelqu'un a eu l'occasion d'aider son ami, même si ce n'est pas un musulman, tu peux l'aider s'il est en besoin. Il y a un lien qui est pacifique. On peut collaborer ensemble au service de la société. Bien qu'il existe des divergences dans la pratique du christianisme et de l'islam, le carême et le ramadan ont des points communs. Jeûner, prier, vénérer Dieu dans les mosquées, églises ou en famille pour la purification de l'âme. Apôtre Dr Marc Djegnon Koulibaly, pasteur. En tout cas, nous avons la même orientation de plaire à Dieu, de le connaître et de marcher dans ses voies. Je pense que si chacun se focalise à cela, cela pourra être d'un grand apport pour nous-mêmes, pour notre salut, et un grand apport aussi pour le salut de cette nation. Donc c'est un facteur de cohésion sociale, un facteur d'unité, un facteur de se pardonner mutuellement et un facteur de marche d'ensemble, de bâtir ensemble. Oumar Traoré, imam. Bon, on profite de passer ce moment-là, nous les musulmans avec les chrétiens ensemble, à nous soumettre à la réalité de Dieu, à la réalité des religions. On doit adorer Dieu ensemble, on doit aider l'un l'autre sur l'esprit de la religion. Dans l'accomplissement des devoirs religieux, la rigueur et la prudence sont les maîtres mots. Oumar Traoré, imam. On doit éviter toutes sortes de discriminations entre les deux religions. On doit vivre ensemble pour montrer l'unité nationale, le renforcement des capacités intellectuelles et religieuses et culturelles entre les deux religions. Cette coïncidence entre les deux est considérée par nos interlocuteurs comme une opportunité de raffermir les liens sociaux. AES, actualité. Au Burkina Faso, le gouvernement communique sur la gestion du fonds de soutien patriotique. Le bilan d'étape a été fait au cours d'une conférence de presse organisée par le service d'information du gouvernement. En lieu et place d'une déclaration liminaire, les journalistes ont eu la primeur de constater les acquis du fonds retracés dans un film documentaire de 26 minutes intitulé « Reconquête et renaissance du Burkina Faso, le FSP en action ». Il ressort de cette conférence qu'entre 2023 et 2025, près de 500 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur une prévision triennale de 400 milliards. Les explications avec Rufine Winemi Dipama de la radio Burkina. Les premières journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie ont été décisives pour l'avenir du Burkina. La confrontation des analystes, des experts et l'harmonisation des visions ont permis de poser les bases d'un principe irréversible, indique le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé. Ces journées nous auront permis d'approfondir notre compréhension commune des situations géopolitiques régionales et internationales. Elles nous auront permis d'aligner davantage nos instruments. La défense pour protéger, la sécurité pour stabiliser,
les finances pour soutenir et la diplomatie pour protéger. En vue de l'optimisation de la défense et de la protection des intérêts nationaux, des recommandations sont formulées par les participants à ces journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie. La directrice des organisations internationales, Inès Bakio. L'institutionnalisation des journées de dialogue défense, sécurité, finance, diplomatie en vue de favoriser une action diplomatique forte, cohérente et décomplexée. L'institution d'un cadre de formation harmonisé au profit des personnes nommées dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du Burkina Faso à l'extérieur. La mise en place d'un programme de coopération entre les grandes écoles de formation. Au-delà des recommandations, les participants réitèrent leur soutien au président du Faso, chef de l'État, dans ses efforts de reconquête de l'intégrité du territoire et sa politique étrangère de réhabilitation de la souveraineté du Burkina. Vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt de la cérémonie de clôture des journées de dialogue, défense, sécurité, finance, diplomatie au Burkina Faso, des journées qui ont réuni tous les acteurs de ces différents secteurs pour réfléchir ensemble et trouver des solutions pérennes dans ces différents secteurs. Et plusieurs recommandations ont été formulées. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur la conférence de presse du gouvernement burkinabé sur la gestion du fonds de soutien patriotique. À Kakaria, dans la région de Difa au Niger, une nouvelle page du combat pour la souveraineté alimentaire est en train d'être écrite avec la réalisation et l'aménagement de 102 hectares pour la culture du riz, financé sur fonds propres de l'État et exécuté par l'ONAHA. Le site de Kakaria va booster la production agricole. Le gouverneur de la région de Difa a saisi cette occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État. Kakaria sur le chemin de la souveraineté alimentaire, c'est un reportage signé Aliou Ibrahim de la Voix du Sahel. Dans le cadre de la dynamique nationale de relance du secteur agricole, une importante visite de terrain a été effectuée à Kakaria par les autorités régionales de Difa, autour d'un périmètre agricole de 102 hectares entièrement aménagé sur fonds propres de l'État. Ce vaste investissement s'inscrit dans la vision stratégique de souveraineté alimentaire engagée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, depuis son accession à la magistrature suprême du Niger. L'objectif est clair, renforcer la production nationale, réduire la dépendance alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations nigériennes. Sur le site, les travaux réalisés témoignent de la volonté des autorités de la refondation de faire de l'agriculture un levier majeur du développement économique et de stabilité sociale dans la région de Difa. Visiblement satisfait de la qualité des infrastructures mises en place, le gouverneur de la région de Difa a exprimé sa joie de constater l'achèvement des travaux, saluant un projet structurant qui permettra aux producteurs locaux d'exploiter pleinement les potentialités agricoles de la zone. Le général de division, Mahmoud Ibrahim Bagdouma, a également rendu un hommage appuyé au président de la République ainsi qu'à l'ensemble des autorités de la refondation pour les efforts consentis en faveur du développement rural. Il a également lancé un appel fort aux populations de Kakaria, les invitant à s'approprier ces aménagements et à se mettre résolument au travail afin de faire de ce périmètre un modèle de réussite agricole. Cette réalisation illustre une fois de plus la détermination des autorités nationales à gagner la bataille pour la souveraineté alimentaire, condition essentielle pour garantir l'indépendance économique et la résilience des communautés face aux défis climatiques et sécuritaires. À présent, l'actualité internationale, tout d'abord la coopération sécuritaire entre le Tchad et la République centrafricaine se renforce avec l'installation de 2 nouveaux postes à leurs frontières. Ces unités ont été déployées dans la sous-préfecture de Sido, de part et d'autre de la frontière. L'objectif est de protéger la population et de faciliter la circulation des personnes et des biens. 3 militaires ont été condamnés pour leur rôle dans la mort d'au moins 21 civils en Garbou au Cameroun.
Le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé des peines de 5 à 10 ans de prison contre les accusés. Les faits sont liés au conflit qui secoue depuis 2016 les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le Soudan du Sud et la Chine ont réaffirmé leur partenariat stratégique, s'engageant à approfondir leur coopération dans le secteur pétrolier et à développer les échanges éducatifs. L'annonce a été faite lors d'une rencontre à Juba entre le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine. En visite dans l'est de la République démocratique du Congo, la commissaire européenne Adja Labib a appelé les groupes armés à garantir un accès sécurisé à l'aide humanitaire. Elle a insisté sur le respect du droit international humanitaire face aux violences persistantes. Sa tournée l'a également conduite à Kinshasa, Bujumbura et Kigali. On termine avec cette nouvelle du président américain Donald Trump qui a annoncé l'augmentation des droits de douane mondiaux de 10 à 15% avec effet immédiat. Cette décision intervient après un revers infligé à sa politique commerciale par la Cour suprême des États-Unis. Il affirme que cette hausse repose sur un examen approfondi de la décision rendue par la haute juridiction. Le décret prévu pour entrer en vigueur le mardi prochain pour 150 jours concernera notamment l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. À 9h, passé de 16 minutes, retour à l'actualité nationale pour parler des sports juste après cette virgule. La phase Ligue de la Coupe du Mali de football dans le district de Bamako a démarré hier samedi, avec 3 rencontres, pas de match ce dimanche. La compétition reprend demain lundi. Toujours en football, le championnat national de Ligue 1 professionnel du Mali poursuit sa mise à jour avec les matchs en retard de la 11e journée cet après-midi. 2 affiches pourraient rebattre les cartes au sommet comme en bas du classement. En cyclisme, le Tour du Rwanda 2026 démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 1er mars 2026. Le Mali forme une équipe mixte avec 3 autres pays sur invitation. Le résumé de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. Du cyclisme pour commencer, le coup d'envoi du Tour du Rwanda 2026 réservé aux professionnels a été donné ce samedi 21 février 2026 avec une cérémonie d'ouverture tenue au rond-point Kigali Convention Center. Il s'agit de la toute première cérémonie de présentation des équipes de l'histoire du Tour professionnel du Rwanda, offrant aux fans la possibilité de rencontrer les équipes avant le début de la compétition. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda seront représentés par une équipe mixte sur invitation. Pour plus de précisions, nous avons joint Louzeni Sanogo. Il est le président du collège de commissaires des courses de la Fédération malienne de cyclisme. Le Tour du Rwanda, c'est un tour réservé pratiquement aux équipes professionnelles et aux 3 pays classés, premier, deuxième, troisième classement UCI Africa. Mais cette année, les organisateurs ont essayé de faire une exception en invitant la Confédération africaine à former une équipe mixte Africa, ce qui fait que le Mali se retrouve présenté par Moussa Tougoula, le Burkina par Soumaïla Iboudou, la Côte d'Ivoire par Issa Kassisi et l'Ouganda par Raphaël. Voilà pourquoi le Mali, le Burkina, l'Ouganda se retrouvent à ce niveau. Sinon, réellement, c'est dédié aux équipes professionnelles et au top 3 africains classement UCI. Pour cette édition du Tour professionnel du Rwanda, 8 étapes seront courues. La première lance les hostilités ce dimanche entre Rugomo et Ouangana, soit une distance de 174 km. Football à présent, ce dimanche à 16h, 2 rencontres en retard de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football du Mali sont programmées. Au stade Ouenzen Koulibaly, le Djolobassé affronte le FC Djara dans un duel aux conséquences directes sur le podium. Actuellement 3e avec 22 points en 10 matchs, le Djolobassé a l'occasion de frapper un grand coup. Une victoire permettrait aux Rouges de Bamako de dépasser le duo de tête Binga FC AS Real, tous deux à 24 points avec des matchs supplémentaires déjà disputés. Autrement dit, le Djolobassé pourrait s'installer seul en tête du classement à l'issue de cette rencontre. Mais attention au FC Djara, 5e avec 21 points en 11 journées, le club reste en embuscade. Un succès face au Djolobassé le propulserait sur le podium. Pendant ce temps, au stade Mamadou Konaté, le stade malien de Bamako sera opposé à l'AS Bakarijan de Baraouli. 7e au classement avec 18 points, mais avec seulement 10 matchs disputés, le stade malien de Bamako joue une carte importante. Une victoire pourrait le rapprocher du top 4 et relancer pleinement ses ambitions dans
la course au titre. Pour l'AS Bakarijan de Baraouli, 12e avec 10 points, l'objectif est tout autre. Prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge et éviter une fin de saison sous pression. Coupe du Mali de football, phase Ligue du district de Bamako. En ouverture ce samedi, l'AS Real de Bamako a parfaitement lancé sa campagne en dominant 11 créateurs 2-0 au stade Mamadou Konaté. Au stade de Wenzen Koulibaly, l'AS Korofina n'a laissé aucune chance à l'association Sporting Club de Bamako, ASCB, s'imposant largement 5-1. Un autre club de Ligue 1 est tombé en plus du 11 créateurs. Il s'agit de l'Afrique Football Elite, AFE, qui s'est incliné 2-0 face à Yélin Olympique, pensionnaire de 2e division après prolongation. La compétition observe une pause ce dimanche avant la reprise prévue ce lundi 23 février. Au stade de Wenzen Koulibaly, Binga FC sera opposé au Club Olympique de Bamako, COB, à 15h45. En seconde heure, 17h45, l'USFAS croisera le fer avec le CFKS. La compétition se poursuivra mercredi 25 février avec notamment l'entrée en liste du Djoloba AC face à l'association sportive de Bamako, ASB, au stade de Mamadou Konaté, tandis que le stade malien de Bamako affrontera le FC Gaussou au stade Wenzen Koulibaly. Focus santé. Le mois de Ramadan consacré aux jeûnes est un devoir religieux pour les musulmans. Sur le plan sanitaire, la pratique a beaucoup de vertus. Le repos, la détoxification et la régénération de l'organisme sont quelques avantages du jeûne sur la santé des pratiquants. Malheureusement, certaines personnes ne doivent pas observer le jeûne à cause de leur état de santé. En rediffusion, redécouvrez tout ceci dans Focus Santé avec Kouma Sisi. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. L'organisme doit être préparé à subir une certaine épreuve qui n'est pas habituelle. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers. Mais surtout, il faut, pendant cette phase préparatoire, boire au moins 2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. À la coupure du jeûne, là, il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça, c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation, donc boire beaucoup d'eau. Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Naturellement, les personnes âgées. L'âge doit être apprécié de façon quantitative et de façon qualitative. Ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé. Les diabétiques, les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça.
Les personnes qui souffrent aussi du fameux ulcère gastrique doivent passer des examens médicaux avant de jeûner. Les personnes ayant un ulcère gastro-duodénal authentifié endoscopiquement ne doivent pas jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va impacter la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. C'est sur ces conseils aux fidèles que prend fin ce journal, une présentation de Bema Sibi, mise en onde au Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'information sur les zones de la Radio nationale du Mali. C'est à 13h dimanche. Un tour d'horizon complet de l'actualité nationale et internationale avec des invités. En attendant, passez d'excellents moments avec le programme de la Radio nationale du Mali.